Mickaël Darmon et Christophe Barbier. Bonjour, rebonjour messieurs. Bonjour à tous. Et ravi d'être avec vous. Alors je le rappelle, vous êtes tous deux journalistes, éditorialistes politiques. Vous avez suivi bien sûr ces dernières semaines cette campagne des législatives. On va faire un tour de table tout au long de cette édition. Vous allez réagir aux chiffres de ce premier tour, les enjeux qui sont très importants pour chaque ensemble et chaque parti. Emmanuel Macron aura-t-il sa majorité? C'est une des questions que l'on se pose. On sera également en ligne dans 10 minutes avec Dorian Dreuil, coprésident de l'ONG À Voter, qui va nous parler des chiffres de l'abstention. Une question aussi primordiale. Mais d'abord, un bilan. Peut-être on a dit dans la presse que c'était une campagne atone, sans véritable bouillonnement, malgré pourtant les enjeux très importants qu'elle représente, avec cette abstention donc très forte, historique d'ailleurs. Vous avez affirmé hier, Mickaël Darmon, je vous ai entendu sur BFM TV notamment, que c'était une révolte. Et c'est vrai qu'il y a un décalage très important entre cette abstention record et les enjeux donc importants de ces élections. Oui, ça fait maintenant presque 30 ans que la courbe de l'abstention progresse régulièrement, avec une accélération notoire depuis donc 2012, et on voit bien qu'il y a cette désaffection qui a plusieurs niveaux d'explication, qui est constante, qui est permanente, qui montre effectivement la défiance à l'égard du système politique, qui montre à quel point les alternances successives n'ont pas réussi malgré leurs promesses à régler les grands problèmes donc des Français, et comment on a vu également récemment eh bien ce nouveau mouvement quasi planétaire, le populisme, venir sur la base de la défiance donc des élites, organiser également des socles électoraux et organiser des mobilisations dont la plus forte a été lors du dernier quinquennat, c'est-à-dire la révolte des Gilets jaunes, qui a été le conflit structurant de toute la Macronie. Une révolte aussi pour vous, Christophe Barbier? Une révolte et un échec. Un échec, celui du président de la République, l'échec de l'inaction. Il a mis plusieurs semaines avant de désigner une première ministre et un gouvernement. Première ministre et gouvernement sans aucun souffle et qui n'ont créé aucun enthousiasme. Il a dit agir, agir, agir par 10 fois dans son discours d'investiture. Il n'y a pas eu d'action du tout depuis le 24 avril. Il a pensé qu'enjamber cette période de campagne électorale lui permettrait, comme à la présidentielle, de s'en sortir, et il s'est trompé. Cette inaction, elle est punie par les électeurs, punis par les électeurs par leur abstention, punis par les électeurs aussi qui sont allés vers ceux qui ont agi, et la NUP a agi, Jean-Luc Mélenchon a agi, il a bâti une alliance de briquet de broc pleine de défauts, mais au moins il a obtenu un double effet, d'abord une forte présence au second tour et quelques élus dès le premier tour, et puis surtout un effet politique majeur, la capacité peut-être de priver le président de la République de majorité absolue. Ce qui rendra le quinquennat d'Emmanuel Macron infernal. Un groupe RN, une forte opposition de gauche multiple, mettra la majorité relative macroniste, si c'est le cas la semaine prochaine, dans une situation très délicate pour appliquer ces réformes. Et oui, c'est dire si depuis hier soir, on l'a vu sur les différents plateaux, on l'a senti, Christophe, du côté de la Macronie, on fait grise mine. On est même en colère, on est même plein de ressentiment à l'égard de la stratégie donc imposée par le président de la République, qui justement a, depuis sa réélection, imposé l'inaction, a nommé un gouvernement la veille justement de la période de réserve, c'est-à-dire il les a nommés pour les réduire au silence, et ça a laissé la place uniquement aux polémiques, aux controverses, et surtout à la campagne menée de bout en bout par donc un Jean-Luc Mélenchon qui, lui, face à Emmanuel Macron atone, a choisi lui plutôt de détonner et de sans arrêt élever la voix. De ce point de vue-là, on voit bien aujourd'hui, et ce matin, c'est dans ces conditions que vraiment commence la campagne et commence cet entre-deux tours, eh bien, on voit bien que, au fond, le président de la République a joué à l'apprenti sorcier et s'est pris les pieds dans le filet de l'en même temps. C'est-à-dire que à la fois naviguer entre la droite et la gauche au gré des demandes et au gré des sondages, eh bien, c'est une perte en cohérence, et c'est la fin de ce système politique dit en même temps. Alors, pour être élu au premier tour pour ces législatives, un candidat doit obtenir non seulement plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Si aucun des candidats ne remplit ces conditions, les deux arrivés en tête sont automatiquement qualifiés pour un second tour. Alors, c'est un système un peu compliqué. On a pu voir beaucoup de Français s'interroger hier. Est-ce que aussi c'est pas ça le problème, le fait que les enjeux de ces élections sont très mal compris? Oui, le mode de scrutin est assez difficile à lire. Vous avez hier Marine Le Pen qui franchit largement
largement les 50%, mais Oui, qui c'est n'est pas ça. élu. C'est Elle a ça. besoin d'un second tour, comme Gabriel Attal, le ministre. Ou bien il y a d'un autre côté des élus NUPES, notamment LFI, qui avec le même score, eux, sont élus parce qu'il y a les fameuses 25% des inscrits qui sont réalisés. Donc c'est compliqué à lire. Compliqué à lire aussi cette règle des 2 qualifiés et le 3e seulement s'il a fait 12,5 des inscrits. Évidemment, ça appellerait clarification. Il y a 2 clarifications possibles. C'est la proportionnelle. Donc là, on a la majorité qui est à un cheveu, 21 000 voix devant la NUPES. Elle aurait légèrement plus de députés à l'Assemblée en un seul tour à la proportionnelle intégrale. Ou bien le système britannique, celui qui est arrivé en tête, gagné. Il a gagné. Là, il faudrait regarder de près ce que ça donne, mais la NUPES ne serait pas mal placée pour avoir une bonne majorité. Une réaction, Et Mickaël? on va voir si effectivement ceux qui étaient jusqu'à présent les ardents défenseurs de la proportionnelle, c'est-à-dire le RN, entre autres, vont continuer à le défendre, parce que cette fois-ci, on peut assister la semaine prochaine aussi à un moment historique sur le plan de la vie politique, c'est-à-dire qu'un groupe parlementaire qui ne serait pas anodin, qui pourrait aller entre 25 et 40 députés, ferait son entrée pour le RN à l'Assemblée nationale, élu au scrutin majoritaire. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi une nouvelle évolution. L'Assemblée nationale la semaine prochaine va être totalement différente. C'est vraiment une nouvelle vie parlementaire qui va commencer et qui va certainement aussi contribuer à revitaliser la vie parlementaire parce qu'elle sera au centre du jeu. Si c'est une majorité relative, Absolument. chaque texte, chaque débat va être décisif. Le gouvernement devra aller chercher des voix complémentaires pour faire passer chaque projet de loi. Ça va rendre le métier de Premier ministre périlleux, mais passionnant. Évidemment, ça nous sort de la 5e République césarienne, jupitérienne, pour aller non pas vers la cohabitation, mais vers un exercice d'équilibrisme. On a connu ça en 88 avec le gouvernement Rocard, qui était en majorité relative, mais à l'époque, on pouvait utiliser le 49.3 quand on voulait. Et Jean-Michel Rocard en avait usé et abusé. Maintenant, c'est un texte par session pour le 49.3, hors texte budgétaire. Donc ça limite ce fusil à un coup, atomique mais à un coup, du 49.3, n'est plus très utilisable. Donc il faudra aller chercher sur chaque texte des voix chez les LR, des voix chez les socialistes, chez les écolos. Ça rendra compliqué la tâche d'Elisabeth Borne, mais passionnante. Oui, et ça redonne de manière absolument inattendue, très certainement, si ça se confirme, un rôle nouveau et inespéré à LR, à la droite, qui peut tout d'un coup devenir ceux qui vont faire la clôture des majorités, permettre à un texte de passer, donc des nouveaux rapports de force qui vont s'enchaîner. En réalité, il y a une constante qui peut s'installer par rapport au mandat précédent, c'est que Emmanuel Macron ne sera pas du tout le maître des horloges. C'est-à-dire définitivement cette approche-là du président qui décide de tout et qui a le rapport au temps va totalement s'estomper parce qu'il sera tributaire des négociations et ça nécessitera pour la Première ministre une mutation ultra rapide parce qu'elle va devoir devenir ultra politique. Et c'est pas pour l'instant la principale de ses caractéristiques. Ça remet sur la table le scénario Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une alliance de gouvernement, un pacte de gouvernance entre les LR et la majorité. Soit on le fait au coup par coup, texte par texte, et là c'est la Première ministre qui est à la manœuvre, soit on décide en haut lieu que les deux partis ensemble d'un côté LR, de l'autre s'entendent et complètent la majorité. Mais évidemment, LR va vendre son soutien très cher. C'était pas trop l'ambiance hier sur les plateaux. Les LR ont plutôt donné l'impression de vouloir s'opposer et simplement de temps en temps faire passer un texte quand il leur conviendra. Ça va être le chantage permanent. Mais on n'est pas encore dans ce cas-là. La majorité absolue n'est pas inaccessible pour Emmanuel Macron la semaine prochaine. Il lui faut néanmoins un très bon report de voix. C'est-à-dire que la France de droite et d'extrême droite est tellement peur du mélenchonisme au pouvoir et même du mélenchonisme dans une majorité macronisme relative que cette France de droite vienne sauver le soldat Macron en lui donnant une majorité absolue. Eh bien,